La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2024. Il pleut des cordes sur Annecy et il s'appelle ce matin une si longue attente. Cette attente, c'est la première baisse de taux du cycle de la Banque centrale américaine qui n'est d'ailleurs pas un long fleuve tranquille. Les investisseurs jouent en effet à se faire peur sur la dynamique économique des États-Unis. On a des surréactions aux moindres indicateurs économiques qui traduisent évidemment une nervosité accrue. Comme il reste presque 2 semaines avant la fameuse décision de la Fed, la volatilité a toutes les chances de rester élevée lors des prochaines séances. Mais revenons à ce qu'il s'est passé hier. Le 4 septembre 2024, toute l'Europe boursière a piqué du nez. Toute? Non, car la Belgique a défendu l'honneur du vieux continent avec des spéculoos, de la bière et des immunosuppresseurs. En effet, Lotus Bakeries, AB InBev et UCB ont permis aux Belvins de gagner 0,5% alors que tout le reste de l'Europe baissait. Outre Kievrin, Lotus et UCB, ce sont des sortes d'ovnis boursiers avec des trajectoires qui ne dépareraient pas au milieu des technologiques de Wall Street. Le premier, Lotus Bakeries, parce que c'est le producteur de biscuits le mieux valorisé de la galaxie, à mon sens. Le second, parce que UCB est le laboratoire pharmaceutique de cette taille dont la pente boursière est la plus vertigineuse de l'année. D'ailleurs, il n'y a pas de surprise, le Belvin gagne 12,43% en 2024, c'est-à-dire précisément 12,01% de plus que le CAC 40 français, qui a enchaîné hier une 3e séance consécutive de baisse, environ moins 1% en l'occurrence. Et oui, parce qu'à Paris, il n'y a pas Lotus Bakeries et UCB, l'indice a encore été plombé par son secteur du luxe qui déprime autant qu'un économiste chargé de suivre la courbe d'accélération de la croissance chinoise. La Chine qui est d'ailleurs le principal facteur de sortie de route des groupes de luxe français, car le moteur de promotion de sa classe moyenne est cassé. Ces dernières années, les Chinois qui accédaient à la société de consommation achetaient un appartement, un iPhone et un truc Vuitton ou Gucci à domicile ou en voyage. Mais depuis quelques mois, le grand bond vers la prospérité a beaucoup freiné, ce qui a entraîné une dégradation des dépenses dites discrétionnaires, donc pour les trucs Gucci et Vuitton. Mais ce n'est pas la seule source d'inquiétude pour les groupes de luxe, puisqu'en parallèle, les craintes sur l'économie américaine inquiètent aussi. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont le second débouché des produits de luxe mondiaux. Bilan hier, même des entreprises du secteur réputées défensives comme LVMH qui réalise 63% de ses revenus en Asie et aux États-Unis, ou même Hermès c'est même 75% des revenus aux États-Unis et en Asie, ont perdu 4%. Il faut dire que Morgan Stanley leur avait un petit peu savonné la planche en parallèle en publiant une note sectorielle qui était particulièrement tiède. Le bureau d'études américain est certes resté acheteur de LVMH, mais il a quand même ramené son objectif de cours de 760 à 715 €. Ça, c'était pour l'Europe. À Wall Street, les indices se sont stabilisés, mais ils n'ont pas vraiment rebondi, malgré une séance fortement baissière mardi. Le Dow Jones a bien grappillé 0,1%, mais le Nasdaq 100 et le S&P 500 n'ont pas fait mieux que moins 0,2%. Les investisseurs ont recommencé à se faire peur sur la croissance américaine, après la parution de 2 statistiques manufacturières qui étaient pas faux-folles. Et preuve de la poussée de pessimisme, ces mêmes investisseurs ont ignoré hier de solides commandes d'usines de juillet pour s'angoisser à l'annonce par l'enquête Jolts d'ouverture de postes moins élevés que prévu. Cette montée d'hypocondrie a relancé les paris sur l'ampleur de l'action de la Fed le 18 septembre prochain. Selon l'outil FedWatch du CME qui définit des probabilités à partir des contrats à terme, 55% du marché mise sur une baisse de taux de 25 points de base le 18 septembre et 45% sur une baisse de taux de 50 points de base. Il y a une semaine, cette proportion était de 66-34. Et ça signifie que la peur d'un atterrissage économique brutal est en train de remonter. Il est assez communément admis que les chiffres de l'emploi du mois d'août qui seront publiés vendredi à 14h30 par le département du travail US vont jouer le rôle de juge de paix. Si on a un chiffre proche des attentes, l'hypothèse d'une baisse de taux de 25 points de base devrait reprendre du poids. Si les données sont dégradées, le marché pourrait remettre en selle son hypothèse d'une double baisse de taux, mais il psychoterait aussi fortement sur l'incompétence de la Fed à avoir anticipé et sur l'effondrement éventuel des marchés actions. Mais bon, inutile de tirer des plans sur la comète aujourd'hui, nous en reparlerons le moment venu. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ambiance est un petit peu alourdie ces dernières 48 heures, même si les soutiens dont bénéficie le marché et les menaces qui pèsent sur lui sont quasiment inchangés. Bon, allez, hormis peut-être l'intelligence artificielle qui a perdu un petit peu de lustre, comme le matérialise la baisse de plus de 10% de Nvidia en 2 jours, il y a toujours des interrogations sur les retombées concrètes de l'IA au-delà des vendeurs de GPU. Un stratège financier célèbre résume le zeitgeist actuel des entreprises par cette phrase qui est assez bien trouvée. On se déplace dans les salons professionnels parce que les clients veulent absolument nous voir manipuler des outils d'IA, mais on ne sait foutrement pas comment gagner de l'argent avec.
Les rendez-vous du jour dans l'après-midi, c'est une double ration de données sur l'emploi US encore, on aura les chiffres hebdomadaires et l'enquête ADP, et puis une double ration d'indicateurs d'activité dans le secteur des services, les indicateurs PMI et ISM, 4 occasions donc de se lamenter sur l'effondrement économique américain ou son héroïque résistance en somme, ou bien le contraire. Côté Asie-Pacifique ce matin, tout le monde a l'air de jouer sa propre partition, mais la prudence domine là aussi. Tokyo perd encore 1% après avoir lourdement décroché hier. La Chine reste engluée dans ses doutes, on a un CAC 300 à 0 et un Hang Seng qui perd 0,6% en séance. La Corée du Sud n'arrive pas à rebondir, à l'inverse de Taïwan qui reprend un petit peu d'altitude. Du côté de l'Australie qui avait lâché 2% hier, eh bien on se redresse, mais on se redresse seulement de 0,3%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt baissiers à l'heure où j'enregistre cette chronique. On passe aux entreprises cotées avec la France. Cathay Pacific prévoit un retour à la normale d'ici à samedi de ses vols après la réparation de ses Airbus A350. A priori, de ce que l'on sait, le problème qui est intervenu sur les appareils ne serait pas très grave. C'est une bonne nouvelle pour Airbus et pour le motoriste Rolls-Royce. Stellantis a cessé temporairement la production de 2 modèles américains les plus vendus de Jeep selon le Wall Street Journal. Unibail a émis 1,3 milliard d'euros d'obligations vertes en 2 tranches pour un coupon moyen de 3,688%. Renault va ressusciter son coupé R17 en version électrique pour le mondial de l'auto et Danone a renoncé au Nutri-Score sur ses yaourts à boire qui étaient défavorablement notés. Eiffage va réhabiliter l'ancien siège de Natixis. Biomérieux a relevé ses objectifs 2024 à l'inverse de Voltalia qui a confirmé s'attendre à des résultats grevés par les décisions d'écrêtement au Brésil. Argan a renforcé son directoire. GL Events a relevé ses prévisions de croissance 2024. Séché a aussi relevé ses prévisions de croissance pour cette année et jusqu'en 2026, et Figeac Aéro également puisque la société vise une croissance plus soutenue du chiffre d'affaires pour la période 2024-2025. Eagle Football annonce l'arrivée de Jordan Vertu à l'OL jusqu'en 2026. Teva progresse vers l'autorisation de mise sur le marché de l'osanzapine injectable qui alimentera probablement la trésorerie de Medincell. Median Technologies présentera les résultats positifs de son logiciel dispositif médical pour le diagnostic du cancer du poumon lors d'une conférence. Et Quantum Genomics est en cessation de paiement. Ça va probablement se diriger vers une liquidation. Sur l'agenda des publications du jour, en France, on a Chargeur, Samsung, Steph, Voltalia, Boiron, Mille Merci, Figeac, Winfarm, Sogeclair ou encore Ruby. Sur les marchés européens, le PDG d'ASML déclare que les restrictions imposées par les États-Unis aux exportations d'équipements vers la Chine sont motivées par des considérations économiques. Wendy Baker s'est imposée à la présidence de Logitech. Unilever a reçu le feu vert du gouvernement russe pour la vente de ses actifs locaux. Kjell Johnsen quitte son poste de directeur général de Télé2. Un successeur est en cours de sélection. Qiagen et Eli Lilly collaborent sur un test de génotype ApoE pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et GIMV cède sa participation dans Mega International à BizDesign. Julius Baer rachète la totalité de sa filiale Kuoni Mueller et Partner. Daimler Truck a nommé Karin Radstrom comme membre du conseil d'administration au poste de CEO. Wisky conclut un partenariat avec l'espagnol Global Radio System et CPI Property Group entame des pourparlers en vue de la vente de sa participation dans S-Immo à Immo Finance. Parmi les publications de résultats du jour en Europe, on a Helvetia, Romand Energy ou encore San Lorenzo. En Amérique du Nord, Verizon serait en pourparlers avancés pour acquérir Frontier Communications selon le Wall Street Journal. La Maison Blanche se préparerait à bloquer le rachat de US Steel par Nippon Steel. Nvidia a affirmé ne pas avoir reçu à ce stade de citation à comparaître du ministère américain de la Justice pour l'enquête antitrust qui avait été évoquée hier. Côté résultat, les bénéfices d'alimentation couche-tard pour le terrain fiscal sont en baisse. Descartes Systems perd 2,5% hors séance après ses trimestriels et Copart recule de 6% pour les mêmes raisons après la clôture du marché américain. En revanche, c'est plutôt positif pour HP Enterprise qui revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la vigueur de l'IA. Toutefois, le titre perdait 2% hors séance. Un vaccin de Moderna montre des signes prometteurs contre le Mpox. Vista Energy va investir plus d'$1 milliard dans les schistes argentins en pleine expansion. Air Canada offrirait à ses pilotes une augmentation de salaire de 30% selon Bloomberg et l'agence de développement spatial attribue un contrat de $492 millions à General Dynamics. Par ailleurs, Johnson & Johnson a été condamné à payer plus d'$1 milliard dans une affaire d'acquisition de robots chirurgicaux et Blackstone a signé un accord pour l'acquisition d'AirTrunk pour un montant de $24 milliards australiens. Cette annonce a déjà eu lieu hier en séance. Sur l'agenda des publis aux États-Unis, on a Broadcom, Costco, Samsara, Guidewire et DocuSign.
Dans le reste du monde, BYD a nié avoir reporté ses projets d'usine au Mexique. On a aussi les chiffres de On High Precision, de Sun Hungay Properties ou de United Microelectronics. Voilà, ce point de marché est terminé. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.